Bonjour, au nom de Circubuild et du bureau Palindrome, je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à l'occasion de la sortie de notre livre de référence pour la construction circulaire. Alors pour fêter cette sortie, nous avons... Excusez-moi, déjà un petit problème technique, pardon. Pour fêter cette sortie, nous avons décidé d'organiser un événement qui se déclinera sous différentes formes et voici normalement à l'écran, si les fouines n'ont pas mangé les câbles, le programme de cet après-midi. Alors, vous aurez d'abord un petit mot d'explication sur l'endroit où nous nous trouvons. Vous aurez également un mot d'explication sur ce livre que nous venons d'imprimer, qui est sorti de l'imprimerie hier. Nous vous parlerons d'un projet exemplaire que vous verrez en images, le projet Bondal à Ixelles. Et puis nous aurons une table ronde avec différents intervenants que je vais vous présenter. Et cette table ronde, elle sera interrompue positivement par quelques pitchs de personnes qui viendront vous parler de produits et de services circulaires. Et enfin, nous vous parlerons du Circubuild Award et de quelques petites conclusions que nous tirerons de cette journée. Alors voici celles et ceux que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui, qui sont autour de la table ou qui viendront vous présenter un pitch tout à l'heure. Donc nous aurons, et là vous ne les voyez pas dans l'ordre, nous aurons dans l'ordre de la table en tout cas Ambroise Romney, qui est facilitateur de l'axe construction du PREC à Bruxelles, Laurent Schiltz, qui est secrétaire général de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale, Jonathan Boulevin, conseiller déchets et économie circulaire à la Confédération Construction Wallonne, Sylvie Lutz, chargée de projet en construction durable au sein de la direction du développement durable du service public de Wallonie, Anna Demoura-Martins et Fabien D'autrebande, qui sont associés gérants du bureau Opla Architecture et également qui intègrent la plateforme Resica, qui est la plateforme en économie circulaire de Bruxelles Propreté. Vous aurez aussi Christian Levy, qui est Deputy Managing Director d'Econocom Lease et coprésident de la commission de leasing durable de l'association belge de leasing. Alors je voudrais encore remercier les institutions et les organisations qui nous ont permis non seulement de publier ce livre, mais aussi d'organiser cet événement. Comment? Eh bien, en nous donnant une série de pistes intéressantes, d'études de cas circulaires à Bruxelles et en Wallonie, et toute une série d'informations judicieuses. Et donc nous avons parmi ces institutions la Confédération Construction Wallonie et Bruxelles-Capitale, Build Circular, le département développement durable du SPW, l'Union Wallonne des architectes, Greenwin, EcoBuild Bruxelles, Cap Construction et Bruxelles Environnement. Et puis alors il y a aussi notre partenaire MediaLife, sans qui cet événement ne pourrait pas être retransmis, et également tous les collègues du bureau qui ont participé à cette réalisation. Alors, d'habitude, les webinaires et les tables rondes sont organisés dans des hôtels, dans des auditoires ou dans des salles de réunion un peu pompeuses. Ici, c'est tout à fait différent puisque, comme vous le voyez sans doute, nous sommes au cœur d'une entreprise, Retrival, une entreprise qui est vraiment en prise réelle, non seulement avec la construction, mais aussi le réemploi et les principes d'économie circulaire. Alors, je vais laisser la parole quelques minutes à Damien Veraver, un des directeurs de Retrival, qui va nous parler bien d'abord de son entreprise, de sa finalité, mais aussi du bâtiment qui se trouve juste à côté de nous, que vous ne verrez pas, sauf en photo, et qui a quelques particularités. Voilà, Damien, je vous laisse la parole. Merci Michel. Bienvenue à tous chez Retrival. Donc Retrival, c'est une coopérative à finalité sociale, agréée entreprise d'insertion, qui a été créée en 97 à l'époque, à l'instar de Cockerill, qui préparait en fait le démantèlement des installations industrielles sidérurgiques du bassin Carolo. Donc c'était il y a 97, il y a longtemps. Les installations sidérurgiques, il y en a de moins en moins. Les installations industrielles, il y en a de moins en moins aussi. Et donc en fait, nos compétences ont assez vite glissé vers la déconstruction sélective. C'est un de nos cœurs de métier. Notre autre cœur de métier, c'est le tri et la collecte des déchets en général. Tout ce qui nécessite une haute intensité de main-d'œuvre en particulier, puisqu'on est aussi entreprise d'insertion. Ici, on est pour parler de la déconstruction sélective et tout ce qui est lié à la circularité des matériaux. On a développé ce service-là depuis maintenant 6 ou 7 ans, avec une montée en puissance, on en reparlera probablement plus tard. Au niveau du bâtiment ici, on a emménagé dans ce bâtiment en début 2020. C'est un gros investissement pour nous et c'est aussi notre vitrine. Donc on s'est arrangé avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur,
pour nous livrer un gros œuf fermé. Et puis après, on a stocké des matériaux qu'on déconstruisait pendant à peu près 1 an. Et à la fin, on s'est dit, on va quand même aménager nos bureaux. Donc on a 280 mètres carrés de bureaux là-bas un peu plus loin. Vous verrez des photos, je pense, où on a aménagé l'entièreté, on estime là à 80%, on a emménagé avec des matériaux de réemploi issus de nos propres chantiers. C'était un gros défi, mais voilà, on s'est bien amusé et ça a bien fonctionné. L'idée était vraiment de montrer qu'il y avait moyen de faire de l'aménagement intérieur ou de faire du réemploi de matériaux de construction sans pour autant faire du bricolage, de la brocante, faire quelque chose de tout à fait professionnel avec des matériaux de réemploi, des matériaux de seconde main. Ici, on l'estime à 80%. On doit encore chiffrer les impacts, etc., etc., etc. C'est en cours. Donc voilà, oui, vous avez vu pendant que Damien parlait, quelques photos effectivement de ça. Eh bien voilà, merci Damien pour cette présentation. Avec plaisir. Nous pouvons passer à la suite de cette présentation et de cet événement. Alors voilà, il est avéré désormais, je pense, personne ne contredira, que le secteur de la construction est malheureusement un des plus polluants au monde, directement ou indirectement. On parle ici d'épuisement de matières premières annoncées, de certaines matières premières en tout cas, de coûts de transport, de coûts ou de difficultés de recyclage, de quantité de déchets aussi générés par les matériaux en fin de vie, qui représentent à l'heure actuelle 1/3 des déchets générés en Europe. Et donc, c'est vrai qu'emprunter le chemin de la transition vers une économie sobre en carbone devient utile et c'est aussi quelque chose qui doit se décliner de différentes manières. Donc c'est effectivement prendre en compte différents éléments lors de la construction d'un bâtiment, mais aussi déjà en amont, dès la conception de ce bâtiment, et puis surtout pendant toute l'exploitation, pendant toute la durée de vie de ce bâtiment. Comment ? Eh bien, par un choix conscient des matériaux, par une démontabilité, une adaptabilité, une réversibilité des connexions, la préfabrication, le réemploi des matériaux, le surcyclage, le travail en strates et la réflexion aussi sur la durée de vie, l'analyse du cycle de vie des bâtiments. Donc tous ces termes que je viens de citer, il est plus que temps qu'ils passent de la notion de concept à la notion de maître mot pour le secteur. Alors, le bureau Palindrome pour lequel je travaille, qui est responsable à la base notamment du site architectura.be, a décidé donc il y a 2 ans de créer le site circubuild.be pour relayer tout ce qui concerne la construction circulaire en Belgique. Donc des actualités, des informations de fond, mais aussi des exemples de bonnes pratiques. L'objectif de Circubuild en tant que média est d'être vraiment un catalyseur dans le domaine de l'économie circulaire dans la construction. Alors il y a eu ce site. Il y a aussi une infolettre que nous envoyons maintenant toutes les 2 semaines du côté francophone et toutes les semaines du côté néerlandophone. Et puis il y a ce livre que je vous ai montré tout à l'heure et cet événement. Alors dans ce livre, que trouvons-nous ? Eh bien, c'est un livre assez épais de plus de 300 pages. On trouve évidemment des informations de base sur la construction circulaire, donc toute une série d'éléments et de données concernant ce qui se passe en Belgique, donc Flandre, Bruxelles et Wallonie. On a aussi toute une série d'études de cas qui montrent comment on peut mettre en pratique l'économie circulaire dans la construction. Et donc, c'est des cas qui se situent en Wallonie, à Bruxelles et aussi au Grand-Duché de Luxembourg. On a aussi dedans des présentations d'entreprises, de sociétés qui ont des produits, des services circulaires et qu'ils montrent, donc, dont ils font un peu la promotion parce que justement, ils peuvent amener quelque chose dans le cadre de cette économie circulaire dans la construction. Et puis on a aussi une 60aine de questions fréquemment posées concernant la construction circulaire. Donc ça peut toucher la conception, les matériaux, la durabilité ou l'aspect financier. Voilà, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous proposer une pause. Donc c'est pas mal, on vient de démarrer, je vous propose déjà une pause. Un petit film, en fait un reportage qui est consacré à un projet exemplaire en matière de circularité, qui est le projet Bondal à Ixelles. Donc la rénovation et la transformation de 2 maisons
en 8 appartements et en 2 commerces. Ce projet a été lauréat Bicirculaire en 2017. Bicirculaire, donc le prix organisé par Bruxelles Environnement, et qui récompense des projets qui intègrent l'économie circulaire dans la construction. Voilà, je vous propose maintenant de regarder cette vidéo qui dure 5-6 minutes et de profiter des images que vous allez voir. C'est une histoire assez particulière parce que c'est un quartier où j'ai grandi, étudié, habité et que j'aime particulièrement. Je suis tombé un jour en me promenant en fait, par surprise sur 2 maisons jumelles qui avaient quelques caractéristiques un peu particulières au niveau architecture, dont des niveaux très proches, une cage d'escalier quasiment commune et un état absolument déplorable. En rencontrant les propriétaires, ils m'ont demandé quelques conseils techniques, ce qui était ma spécialité au niveau rénovation, et en voyant l'ampleur de la tâche, ils ont décidé de vendre les maisons. Étant passionné, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me correspondre là-dedans, dans ce projet? Oui, parce qu'il permettait en fait d'amener énormément de compétences et de savoir-faire techniques que j'ai pu regrouper les années précédentes, et aussi de permettre à plusieurs artisans que j'apprécie beaucoup de participer à une restauration. Donc, M. Péaget m'a appelé pour s'occuper. Il avait acheté 2 maisons chez Boundal, 2 maisons unifamiliales mitoyennes, assez classiques. Et donc, dans un premier temps, l'idée était de réaliser un immeuble collectif de 8 appartements et 2 commerces. Donc le programme a très rapidement été déterminé. Mais par contre, la direction a changé au cours du projet, car dans un premier temps, nous avons envisagé une démolition-reconstruction entière des deux maisons. Après des tractations pendant 1 an avec la commune et l'arrivée en commission de concertation nous indiquant que la démolition était impossible, nous sommes passés à une réflexion sur vraiment récupérer le patrimoine et réintégrer le patrimoine au sein de ce programme. Au début du chantier, on a eu la chance de rencontrer plusieurs acteurs de Bicirculaire qui nous expliquaient la démarche, le lancement, le processus et quelque part les essais qu'ils devaient faire pour arriver à comprendre ce qui fonctionnait bien justement en restauration et voir ce qui était faisable. Nous, on avait déjà dès le départ l'idée de moins de déchets possibles, récupération de matériaux, démontage, mais la volonté de préservation nous poussait dans une direction que Bicirculaire n'a fait que quelque part encourager. On est parti de 3-4 produits, 3-4 points où on voulait avoir une vision circulaire inconsciente nous-mêmes, à élargir ça à une douzaine d'éléments du projet. Concernant le réemploi et la réutilisation de matériaux, on a eu plusieurs choix. La première, c'est de se dire tout ce qui est déjà sur place dans le bâtiment, qui est encore en bon état, autant le nettoyer, le préparer, le réutiliser. En limitant ces déplacements. La première inquiétude qu'on avait, c'était de se rendre compte que s'il fallait déplacer des matériaux hors du bâtiment, et nettoyer des traitements trop compliqués ou les stocker ailleurs, on allait en fait avoir des coûts de transport ou des coûts de stockage qui allaient faire que ces matériaux finalement allaient coûter le double ou le triple des matériaux neufs. Donc pour nous, en fait, la bonne récupération, elle est majoritairement in situ, avec le moins de déplacements possible et même le moins de déplacements verticaux. Et en fait, elle va quasiment nous pousser même parfois à restaurer les pièces en les laissant en place, en les laissant poser, en les déplaçant le moins possible. Néanmoins, on a pu se concentrer sur une série de produits du bâtiment qui étaient vraiment très intéressants. Il y avait énormément de briques de belle qualité dans les annexes et dans la maison arrière qu'on a pu nettoyer, récupérer et utiliser pour reboucher en fait, le bâtiment au fur et à mesure qu'on montait pour le consolider. Il y a tous les bois du bâtiment, les planchers des rez-de-chaussée, mais une partie des structures des étages aussi et du toit qu'on a récupéré, réassemblé, redécoupé. Toutes les cloisons sont renforcées avec les chevrons du toit de la maison ancienne existante. Donc on s'est vraiment dit quels morceaux on peut tirer, quelle qualité on peut avoir et où est-ce qu'on peut les implanter. Un autre élément très important pour nous, dans la démarche et dans la manière dont on a approché le projet, c'est qu'on avait une façade néoclassique très abîmée à gauche et à droite, on avait une ancienne façade néoclassique d'après le patrimoine qui avait été revêtue de briquettes au cours du temps. Ce qui fait qu'on n'avait plus aucun élément de cette identité préexistante néoclassique. Donc l'entreprise est active dans la restauration, mais également occasionnellement en rénovation et création dans le domaine des enduits sur mesure. Les réalisations sont par exemple des restaurations de plafonds anciens, moulurés, mais également en façade, comme on le voit dans ce projet-ci, la réalisation de moulures profilées sur place à l'ancienne ou préfabriquées et collées sur la façade. Par rapport à ce projet de cette façade-ci, nous avions une partie restauration
de la façade de gauche où l'élément en moulure existait mais les linteaux avaient été démolis. Et par contre, sur la façade de droite, nous avons plutôt une adaptation, une création en quelque sorte, sur base de moulures anciennes, classiques, et de la façade à côté pour pouvoir avoir un modèle plus ou moins similaire, mais pas tout à fait le même. Pour moi, intégrer l'économie circulaire dans la construction, c'est quelque chose qui doit devenir une logique pour tout le monde dès demain. L'élément important, c'est que ce soit intégré à tous les niveaux. La grosse problématique, en fait, c'est qu'on a 4 acteurs clés. On a un client, un financier qui va amener des budgets et un souhait, et finalement c'est lui le payeur, donc les autres vont s'aligner dessus. On a effectivement les instances, les pouvoirs publics, qui parfois sont extrêmement enthousiastes et parfois au niveau des communes sont bloquants parce qu'il y a encore une incompréhension qui peut arriver entre les deux. On a un architecte qui souvent lui a une volonté et va essayer de dépasser les limites que lui met le maître d'ouvrage parce que dans le fond il a aussi ce souhait de se dire comment réhabiliter, réadapter cet existant. Il y a une volonté de préservation de plus en plus importante qu'on voit chez les architectes. Et puis après il y a vraiment ce besoin de compétence chez l'entrepreneur. Aujourd'hui les entrepreneurs c'est un petit peu le danger, ils sont formatés par 4-5 gros fournisseurs généralistes et on leur propose des produits très standardisés. Le problème c'est que de la restauration de qualité et circulaire va demander la capacité à interpréter les vieux matériaux, à les employer, à les intégrer et à s'écarter des chemins qu'on a vraiment automatisés. Et ces bâtis-là demandent vraiment un mode d'emploi spécifique. Et aujourd'hui, on est en train de construire le mode d'emploi pour rénover ces bâtiments-là. Passons maintenant à la table ronde, le gros morceau de cet événement. La table ronde qui réunira 7 invités autour du thème donc la construction circulaire en Wallonie, état des lieux, prospective, en laissant aussi bien évidemment la parole aux architectes pour qu'ils nous expliquent aussi quel rôle les architectes dans leur ensemble peuvent jouer dans le domaine de la construction circulaire. Alors, nous avions déjà présenté nos invités d'aujourd'hui et donc on était à Ixelles avec cette vidéo et on va y rester à Bruxelles puisque je vais me tourner vers Ambroise Romney puisque la grande actualité voilà, à Bruxelles, c'est l'Alliance Rénolution qui est normalement le successeur du PREC, si j'ai bien compris, le programme régional en économie circulaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce nouveau programme ? Alors, l'Alliance, effectivement, va intégrer certains enjeux qui se trouvaient dans le PREC, le programme régional d'économie circulaire, mais l'Alliance a une ambition qui va au-delà de l'économie circulaire, puisqu'elle entend mettre en œuvre les enjeux de rénovation du bâti, rénovation énergétique également. Évidemment, cette alliance s'inscrit dans la stratégie régionale Go for Brussels 2030, qui entend s'attaquer aux émissions directes et indirecte du bâti. Et quand on dit émissions indirectes, on pense directement aux matériaux, aux ressources matérielles qui sont présentes dans le bâti. Et tous ces enjeux qui sont liés à l'économie circulaire, de remettre en circulation les matériaux qui sont déconstruits, de concevoir les bâtiments de sorte à encourager leur réutilisation dans une autre vie. Donc l'Alliance Rénovation a effectivement été lancée hier avec différents ateliers thématiques qui touchent la rénovation du bâti, que ce soit le financement, l'emploi, l'accompagnement des professionnels. Et au sein de cette alliance, tous les enjeux de l'économie circulaire s'y retrouvent. C'est-à-dire que dans le PREC, une feuille de route avait été rédigée, la feuille de route des acteurs de la construction en économie circulaire, qui avec de nombreux objectifs. Et cette feuille de route va se retrouver distillée au sein de chacun de ces ateliers de rénovation. Merci Ambroise. Je vais passer la parole à votre voisin, Laurent Schiltz, de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale. Est-ce que vous pouvez évoquer le rôle central joué par la région en matière de construction circulaire, la région de Bruxelles, donc que ce soit dans les réflexions de fond ou dans les décisions politiques ? Dans les décisions politiques, pour toute une série de matières régionales, ça semble assez évident que Bruxelles est un trait d'union entre les deux autres régions. Ça s'explique aussi par le fait que
il y a très peu d'entreprises bruxelloises qui ne sont actives qu'à Bruxelles. La plupart des entreprises bruxelloises sont aussi actives dans une des autres régions et que le marché bruxellois est très poreux. C'est-à-dire que moins d'un marché sur deux est remporté par une entreprise bruxelloise. Beaucoup d'entreprises flamandes et wallonnes viennent aussi travailler à Bruxelles tous les jours. Et donc c'est ça qui explique peut-être quelque part ce rôle de trait d'union que Bruxelles joue souvent. Et en matière aussi bien de performance énergétique que d'économie circulaire, Bruxelles a, depuis quand même pas mal d'années, joué un rôle moteur, un rôle précurseur, notamment avec la performance énergétique des bâtiments, avec l'ambition passive qui avait été fortement lancée par la région bruxelloise. On est quand même passé du plus mauvais élève de la classe à un des meilleurs en Europe en quelques années, en amenant des Canadiens, des délégations aussi de New York qui viennent voir comment est-ce qu'on a réussi à Bruxelles à réaliser cette transformation. Transformation non seulement théorique, mais également pratique. Parce qu'il y a l'ambition et puis il y a eu la réalisation de l'ambition. Et donc le nombre de mètres carrés de bâtiments qui ont été construits de manière performante et circulaire a vraiment augmenté en quelques années à peine. Et ça, c'est également, il faut le souligner aussi, grâce à une volonté de la région de collaborer avec l'ensemble des acteurs. Et il y a plus ou moins 10 ans, s'est lancée la première alliance emploi-environnement. On vient de l'aborder, Renolution.Brussels. En fait, c'est une nouvelle alliance emploi-environnement qui fait suite au PREC, qui faisait suite en fait à l'alliance emploi-environnement. Et cette volonté dans l'alliance emploi-environnement, qu'il faut quand même souligner très positivement, c'est cette volonté de travailler de manière bottom-up, en allant trouver les acteurs sur le terrain et en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait mettre en place comme politique ou réaliser avec eux des projets pilotes qu'on peut ensuite reproduire à plus grande échelle. Et donc je pense que c'est aussi dans cette innovation en matière de politique publique que la région bruxelloise a pu se positionner en tant que collaborant avec d'autres acteurs comme les secteurs concernés pour pouvoir être un précurseur dans un grand nombre de domaines qui concernent la construction. On voit normalement apparaître à l'écran le logo de Build Circular. Donc Build Circular qui a été initié par la Confédération Construction avec des partenaires comme Bruxelles Environnement, comme EcoBuild de Bruxelles, je pense. On y parle beaucoup de formation et d'accompagnement personnalisé d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait un peu plus particulièrement? C'est un bel exemple du type de projet que la région de Bruxelles-Capitale lance et soutient. Donc c'est vrai que c'est une initiative de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale, mais avec une collaboration et un soutien non seulement de Construcity.Brussels pour tout le côté emploi, formation, mais également évidemment de Bruxelles Environnement et du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Et en fait, ce projet a vraiment pour objectif d'aller chercher les entrepreneurs. On a entendu pendant le petit film quelqu'un qui disait qu'effectivement il y avait toute une série de compétences à apprendre ou à réapprendre afin de pouvoir aborder des projets circulaires de manière innovante, parce qu'on ne peut plus faire comme avant quand on veut construire circulaire. On doit avoir un certain nombre de réflexes qu'on doit acquérir. Et donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'aller sur le terrain, par une grande campagne téléphonique, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un des meilleurs moyens de toucher les entrepreneurs de construction, c'est de les appeler et d'essayer de trouver un créneau de quelques minutes pour leur parler. Et ensuite de les prendre par la main pour leur offrir d'une part un accompagnement personnalisé, vraiment sur mesure, où on va dans leur entreprise avec des experts, des experts externes qui ont certaines connaissances dans des domaines spécifiques, ou alors même le CSTC, Centre Scientifique et Technique de la Construction, qui nous accompagne aussi. On va sur place dans les entreprises et on va leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent mettre concrètement l'économie circulaire en place dans leur entreprise, sur leur chantier, dans leur cas particulier. Et donc c'est vraiment une approche complètement personnalisée. Et ensuite, on aiguille les entreprises vers une série de formations qui sont par ailleurs développées en même temps, en fonction des besoins qu'on relève sur les chantiers et dans les entreprises, des formations afin d'acquérir ces nouvelles compétences circulaires dont on parlait. Pour certaines personnes, il faudrait, pour calculer le coût réel de la construction circulaire et le comparer avec la construction traditionnelle ou conventionnelle, il faudrait pouvoir intégrer aussi dedans les aspects sociaux et sociétaux, vraiment dans le coût réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation de dire aussi qu'in fine, la construction circulaire n'est pas plus chère quand on prend tout en compte que la construction conventionnelle? Comment est-ce que vous voyez ça au niveau de la Confédération ?
Dans ce domaine-là, il faut faire attention aux généralités, parce qu'il y a économie circulaire et économie circulaire. Chaque projet de construction est un projet complètement différent. Dans certains cas, la construction circulaire va être rentable, même d'un point de vue purement économique. Dans d'autres cas, elle va l'être beaucoup moins, et il s'agit d'un investissement complémentaire. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ou en tout cas dans la plupart des cas, la toute grande majorité des cas, si on intègre, si on internalise les coûts externes, eh bien évidemment que l'économie circulaire est rentable d'un point de vue sociétal. Et c'est également pour ça que le monde politique a tout intérêt à poursuivre cette voie et à soutenir la construction à aller dans ce sens. Parce que c'est sûr que le simple réemploi de certains matériaux aujourd'hui n'est pas suffisant, parfois économiquement parlant, parce qu'il y a quand même d'abord un apprentissage, encore dans un grand nombre de cas, quand on voit des projets précurseurs comme on a vu ici dans le petit film, ils ont dû certainement apprendre et improviser pas mal de choses sur le terrain. C'est pas quelque chose où on est toujours économiquement très rentable au départ. Quand il y aura des filières qui vont être créées, des automatismes qui vont être pris, ça pourra venir plus tard. Mais donc, effectivement, il y a un certain nombre de coûts qu'il faut parfois assumer. Même en réemploi, ça peut coûter plus cher. Utiliser une brique de réemploi, par exemple, il faut la démonter proprement, il faut la nettoyer, il faut mesurer si ses propriétés physiques, techniques sont toujours les mêmes avant de pouvoir la réutiliser sur un autre chantier ou sur le même chantier. Et c'est tout ça qui peut avoir un grand nombre de coûts. Mais il y a quand même, ici on sait qu'on a aujourd'hui une hausse très très forte du coût des matériaux. C'est évidemment négatif pour beaucoup de personnes, pour tous ceux qui doivent construire. Par contre, en termes d'économie circulaire, c'est quelque part une opportunité pour pouvoir revaloriser un certain nombre de matériaux de réemploi qui vont avoir maintenant un intérêt économique plus important. Merci. On va rester dans la Confédération Construction, mais on va passer en Wallonie avec votre voisin Jonathan Boulevin. Quand on entend ce qui se passe à Bruxelles, tout ce qui s'organise, on se pose la question de savoir si les entreprises wallonnes de la construction sont aussi chouchoutées en matière de formation ou d'accompagnement. Voilà, qu'est-ce qu'il en est actuellement? En est-on toujours aux mises en place ou est-ce qu'on commence déjà à avoir des résultats concrets dans ce domaine? Bien, Michel, je pense qu'en Wallonie, on a de manière générale un peu tendance à voir le verre à moitié vide, en tout cas pas mal de personnes. Et je crois que le sentiment ici est tout à fait légitime. Je le partage également. Ça s'explique très simplement. La région de Bruxelles-Capitale a adopté sa stratégie en économie circulaire, le PREC dont parlaient Ambroise et Laurent précédemment, il y a plus de 5 ans, un petit peu plus de 5 ans. Nous avons adopté la nôtre en 2021. Ça ne veut pas dire que rien ne se passait, qu'il n'y avait aucune proposition ni de formation ni d'accompagnement à destination de nos entreprises ou des porteurs de projets. Je pense que simplement les initiatives étaient nombreuses mais diffuses et insuffisamment coordonnées. Et en ce sens, notre plan stratégique régional qui s'appelle Circular Wallonia, Wallonie circulaire, va répondre à pas mal de questions et a déjà commencé cet été à proposer de nouvelles choses, à l'image de ce qui se fait à Bruxelles depuis 5 ans déjà. Eh bien, ça a commencé par des appels à projets. La première édition d'un appel à projets qui s'appelle Chantier et services circulaires, qui vise à soutenir des entreprises, des porteurs de projets financièrement et aussi via un accompagnement dans la mise en œuvre de leur chantier de construction neuve, de rénovation et dans la mise en place de services. Mais plus largement, je pense qu'on va encore en parler plus en détail aujourd'hui, Circular Wallonia va proposer également des dispositifs d'accompagnement à destination des pouvoirs publics, des maîtres d'ouvrage et toute la constellation d'acteurs qui gravitent autour des entrepreneurs que nous représentons. La main est plus que jamais tendue. Laurent parlait de prendre les entreprises par la main. Et je pense que la nôtre aujourd'hui est plus que jamais tendue. Également via un service que nous proposons depuis le début de cette année, qui est dans une phase de démarrage, mais va vite trouver sa vitesse de croisière, qui est un service de référent bas carbone ou référent économie circulaire. On les considérera
comme des synonymes ici, même si ça n'est pas exact. C'est un dispositif qui est chapeauté par l'asso Alfine. Et donc, nos deux référents, moi-même et mon collègue, sommes à disposition des entreprises en Wallonie pour aller à leur rencontre, diagnostiquer le fonctionnement de leur entreprise, leur organisation et le fonctionnement de leur chantier. Pas uniquement du point de vue de la gestion des matières et des déchets, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand on parle d'économie circulaire, mais à tous les niveaux, consommation d'énergie, d'eau, les processus qui sont en place, l'organisation des bâtiments, comment fonctionne la logistique, etc. sont des questions que nous abordons au cours de ce diagnostic, avec pour objectif de leur proposer un plan d'action et de les accompagner dans la mise en œuvre de ce plan d'action, y compris en les aidant à solliciter des dispositifs d'aide financière, tels que le chèque économie circulaire, qui est encore quelque chose qui est assez récent en Wallonie, qui est un type de chèque entreprise très spécifique. Et d'autre part, via des mécanismes de financement que propose l'asso Alfine. Donc, vous voyez déjà à ce stade qu'il y a beaucoup de choses qui soit viennent de démarrer ou existent depuis un certain temps. Vous posiez la question, est-ce qu'on est encore au démarrage ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont concrètes? Eh bien, ma réponse est très simple. J'invite vraiment les entreprises, qu'elles soient membres de la Confédération Construction ou pas d'ailleurs, à nous contacter, à nous solliciter à travers ces services et nous pourrons les aiguiller et les accompagner le plus efficacement possible. Donc vraiment aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il existe des aides, mais de savoir les proposer et faire sauter le pas. C'est ça, les choses bougent. Sylvie Lutz, pour le SPW, quel état des lieux pouvez-vous faire de la situation actuelle justement en Wallonie? Quels sont les éléments qui existent avant d'aborder Circular Wallonia et l'appel à projet dont Jonathan a déjà un peu parlé? Voilà, dites-moi. Voilà, donc effectivement, moi je vais faire peut-être un petit flashback par rapport à Circular Wallonia qui a démarré il y a peu. Mais précédemment, déjà en 2007, il y avait un plan d'action wallon qui visait à aller vers des achats publics responsables. Donc des achats publics responsables dans tous les domaines, mais aussi dans les marchés de travaux publics. Et donc dans le cadre de cette démarche, il y a déjà pas mal d'outils qui ont été mis en place, notamment pour aider les pouvoirs adjudicateurs. C'est comme ça qu'il y avait des opérations, et qu'il y a toujours d'ailleurs, de la sensibilisation, mais aussi des outils comme un helpdesk par exemple, qui sont là pour justement aider les pouvoirs adjudicateurs qui veulent aller vers des marchés publics plus responsables. Et on peut prendre le terme responsable au sens large. On a des demandes qui touchent à la circularité dans le cadre de ce helpdesk et on peut apporter des réponses, alors pour le moment, qui sont peut-être encore des questions qui sont encore peut-être relativement rares, mais ça pourrait se développer davantage dans ce sens-là, puisque la circularité se développe. Toujours dans le même contexte, on a également développé des outils, comme par exemple l'outil CCTB. Donc ça, c'est un outil qui existait indépendamment de ce plan d'action wallon qui visait les achats publics responsables. Mais par contre, dans ce contexte-là, on a donné une impulsion plus circulaire dans le CCTB, puisque grâce à la collaboration, notamment avec le CSTC et tous les acteurs qui tournent autour de la construction du CCTB, on a pu faire une proposition de 72 éléments pour lesquels les clauses techniques ont été rédigées. Et ces 72 éléments, ça peut être des radiateurs de récupération, ça peut être des briques de récupération, des dalles, voilà, ça peut être des choses de toutes sortes qui peuvent être récupérées et réutilisés. Et donc ces 72 éléments seront ajoutés très prochainement dans le CCTB 2022. Donc tout ça pour montrer qu'on veut donner une impulsion beaucoup plus circulaire dans les cahiers des charges types. Donc voilà un petit peu, ça c'est déjà un outil. On est aussi en train de développer l'outil Totem qui permet de mesurer la qualité environnementale, de faire une évaluation environnementale d'un bâtiment. Et dans le cadre de cet outil Totem, les matériaux circulaires sont insérés et donc n'ont pas la même valeur en termes d'analyse de cycle de vie qu'un matériau neuf équivalent. Ils ont un indice beaucoup plus faible et donc permettent d'arriver à une évaluation environnementale plus faible,
de meilleure qualité, un indice plus faible, mais donc de meilleure qualité selon l'outil totem. Donc ça, ce sont déjà des outils qui existent et qui se développent petit à petit, qui rejoignent la circularité et d'autres choses, mais qui rejoignent en tous les cas la circularité dans la construction. Un dernier outil peut-être encore, oui. Voilà, c'est l'échelle de performance CO2 sur lequel on travaille depuis quelques années aussi, qui est un dispositif a priori qui vient des Pays-Bas et qui mesure les émissions de CO2 au sens large, aussi bien au niveau du siège social de l'entreprise, mais également sur chantier. Et donc le fait de travailler peut-être avec des produits de réemploi in situ, indirectement, la qualité CO2 va être meilleure, les émissions de CO2 vont être réduites et donc on va arriver à une meilleure performance environnementale en termes d'émissions de CO2. Voilà, je vois que le temps tourne inexorablement. Est-ce que vous pouvez me vraiment donner les points principaux effectivement des apports futurs de Circulaire Wallonia dans le domaine de la construction et aussi parler un peu de cet appel d'offres, cet appel à projet par contre, chantier et services circulaires dont on a vaguement parlé tout à l'heure. Circulaire Wallonia dont on a parlé, donc qui a été approuvé finalement il y a très peu de temps, se met en place progressivement et donc dans Circulaire Wallonia, il y a 6 chaînes de valeur qui ont été identifiées, donc, dont une des chaînes de valeur est la construction, donc c'est dire l'importance du secteur dans Circulaire Wallonia, qui représente quand même un budget de 220 millions, donc c'est pas rien. À cet argent, il faut aussi ajouter des subsides qui viennent du plan national de relance et de résilience, donc on va pouvoir encore amplifier les démarches qui vont être faites. Et donc, dans Circulaire Wallonia, on voudrait développer des outils, on voudrait développer des formations, on voudrait développer des dispositifs d'accompagnement, donc renforcer tout cela. Et donc, pour en revenir à l'appel à projet qui a été évoqué déjà, chantier et services circulaires. Donc, c'est un appel à projet qui s'est clôturé ici le 19 septembre. On est en train d'éplucher les dossiers qui ont été reçus. Donc, on a reçu dans ce contexte-là au total 16 dossiers de candidature. Alors, il y avait plusieurs catégories de projets. Les catégories 1 et 2 touchaient les chantiers circulaires neufs ou les chantiers circulaires de rénovation. Et le public cible, c'était un partenariat entre un architecte ou un auteur de projet, privé ou public, et une entreprise. Alors, donc ça, c'était le public cible pour les catégories chantiers circulaires. L'autre catégorie qui concernait plus les services circulaires, là, ce qu'on a appelé la catégorie 3, touchait tout type d'entreprise susceptible d'apporter un service de circularité, qui permet d'améliorer la circularité au niveau du secteur de la construction. Alors nous avons par exemple un service de formation, mais également un service de plateforme. Je veux dire, ce sont des services qui peuvent aller dans différentes orientations. Et donc pour le moment, on est en train d'analyser les dossiers et on voudrait bien arriver à déterminer les lauréats, donc début novembre, et pouvoir annoncer cela rapidement. Très bien, ben oui, ce serait effectivement parfait. Je vous propose une nouvelle pause dans cette journée, cet après-midi, cette table ronde avec la présentation de 2 produits ou services dont l'aspect circulaire a été certifié par un groupe d'experts. Je vais donc céder la parole dans l'ordre à Pierre-David Posquin, qui est manager Sales et développement chez Gramiterm Europe, et puis à Grégoire Morel, qui est CEO de Derbigum, et je leur donne à chacun environ 4-5 minutes maximum pour me parler de leurs produits ou de leurs services. Je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-David Posquin, je suis donc responsable commercial chez Gramiterm Europe et je suis venu aujourd'hui pour vous présenter l'unique isolant fabriqué à base de fibres naturelles Gramiterm. Gramiterm, c'est une société wallonne basée à Auvelais et qui fabrique alors ce panneau thermique semi-rigide. Ce panneau est composé à 72% de fibres naturelles, 20% de fibres de jute recyclées et 8% de fibres de liaison. La fibre utilisée est dite naturelle car elle provient de zones perdues, à savoir les bords d'autoroute, les bords de canaux, les zones humides non exploitables. On ne va donc pas utiliser de champs ni de surfaces agricoles pour cultiver notre herbe. La jute, quant à elle, est une jute recyclée, c'est-à-dire qu'on va utiliser les sacs de cacao et de café arrivant en fin de vie dans le port d'Anvers
pour en refabriquer une fibre qui entre dans la composition de notre panneau. Alors Gramitherm a 4 atouts principaux. Premièrement, Gramitherm isole contre le froid avec un lambda de 0,40. Gramitherm isole aussi contre les chaleurs estivales avec un déphasage de 9 heures sur une épaisseur de 240 mm. Troisièmement, Gramitherm va apporter un réel confort à l'habitant en jouant son rôle, on va dire, de régulateur hygroscopique et aussi son rôle d'absorbeur acoustique. Et quatrièmement, Gramitherm est un puits carbone. En effet, 1 kg de Gramitherm va absorber à lui seul 1,5 kg de CO2 équivalent. Alors Gramitherm se positionne en tant qu'isolant semi-rigide en remplacement des isolants classiques actuels, que ce soit pour la rénovation ou pour les constructions neuves. En isolation intérieure, que ce soit pour les toitures, les cloisons ou les façades, mais aussi en isolation extérieure. En effet, Gramitherm est un élément d'un système constructif, que ce soit pour l'isolation des façades ou l'isolation des toitures plates, sarking ou autres. La circularité de ce produit se traduit principalement par la matière première qui est utilisée. L'herbe étant naturelle, elle se régénère d'elle-même chaque année, mais aussi au niveau du process. En effet, le process Gramitherm est un process zéro déchet. Les bords de coupe peuvent être recyclés directement en nouveaux produits, mais aussi les panneaux en tant que tels sont 100% recyclables dans nos usines. Alors Gramitherm a plusieurs labels et certifications. Premièrement, nous avons un agrément technique européen qui émane du DIBT à Berlin. Nous avons aussi des FDES qui certifient par une analyse de cycle de vie le bilan carbone de ce produit. Donc 1 kg de Gramitherm va absorber à lui seul 1,5 kg de CO2 équivalent. Nous avons aussi le label SolarN+, qui certifie l'efficacité du produit, que ce soit économiquement ou techniquement. Et finalement, nous avons aussi le label produit biosourcé wallon, qui donne droit à la surprime wallonne à la rénovation. Je terminerai alors par dire que Gramitherm, c'est bon pour la maison, bon pour l'habitant et bon pour la planète. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous rendre visite sur notre site internet, donc www.gramitherm.eu, et je reste disponible pour toute autre question sur mon adresse email. Merci pour votre attention. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Grégoire Morel, je dirige la société Derbigum. La société Derbigum est une entreprise familiale belge avec un site de fabrication à Perwee dans le Brabant wallon qui fabrique et qui commercialise des solutions d'étanchéité pour des toitures plates, une entreprise ancienne avec un début d'opération dans les années 1930. Nous intervenons donc dans le domaine de l'étanchéité des toitures plates. Les solutions d'étanchéité qui existent aujourd'hui sur le marché font appel à des dérivés pétrochimiques et nous avons fait le choix depuis toujours d'utiliser des produits bitumineux comme élément essentiel de la fabrication de nos produits pour assurer cette fonction d'étanchéité. Alors le bitume a priori n'apparaît pas comme un élément le plus pertinent en premier réflexe en matière d'économie circulaire, mais le bitume est, de notre point de vue, le meilleur choix en matière de circularité, d'abord par la pérennité, d'abord par la durabilité des solutions qu'il permet de mettre en œuvre, parce que le bitume aussi utilisé dans la fabrication de membranes d'étanchéité capture le CO2 des produits, et puis également, puisque le bitume, et c'est l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, est peut-être réutilisé à tous les stades de sa fabrication et en fin de vie comme nouvelle matière pour la fabrication de membranes d'étanchéité, ce qu'on voit probablement dans le schéma qu'on vous a présenté. Derbigum intervient dans le domaine du recyclage de produits bitumineux depuis les années 90. On a utilisé et on a permis depuis ces années-là l'économie de plus de 15 000 tonnes de CO2, l'économie de plus de 40 millions de litres d'équivalent de produits pétroliers, avec la mise en place de filières non seulement de recyclage évidemment de nos chutes de fabrication, ce que font l'ensemble des fabricants, mais également la mise en place d'une filière de récupération et de réutilisation des chutes de pose. Donc les produits bitumineux non utilisés par nos poseurs, par les étancheurs, sont collectés, sont ramenés vers notre usine de Perwee et sont réutilisés
dans la fabrication de nouveaux produits, mais également, et c'est ce qui est unique, par la récupération de membranes d'étanchéité bitumineuses en fin de vie, des bâtiments qui sont destinés à être démolis, des bâtiments qui sont destinés à être rénovés, et la réintégration de ces produits après transformation dans notre usine en nouvelles matières premières pour la fabrication de membranes bitumineuses. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement cette nouvelle matière qui s'appelle le derbitumen. Ce sont des technologies qui sont des technologies uniques, brevetées par Derbigum, et qui nous permettent aujourd'hui d'intégrer dans une nouvelle gamme de membranes d'étanchéité bitumineuse, qu'on appelle la gamme de Derbigum NT, des contenus de produits bitumineux et de membranes de produits recyclés qui vont jusqu'à 25-30% de contenus recyclés. Ça permet effectivement à Derbigum de proposer à ses clients des solutions d'étanchéité qui sont pérennes, des solutions d'étanchéité qui ont un impact réel, mesurable en termes d'économie de CO2, des solutions qui sont 3 fois meilleures que les solutions qui existent sur le marché en termes d'impact CO2, des solutions également qui sont 5-6 fois meilleures que ce qui existe sur le marché en termes d'épuisement des ressources, tout en garantissant évidemment la pérennité de la fonction qui est l'étanchéité. Donc j'invite effectivement les participants à ce séminaire, tous les acteurs de la construction, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, à faire des choix de prescription de cette gamme Derbigum NT dans leur cahier des charges techniques. J'invite également les entités publiques, les acteurs publics présents aujourd'hui et puis qui interviennent dans ce domaine à intégrer des critères incitatifs, mais peut-être aussi des critères contraignants dans les cahiers des charges et dans la réglementation qui peuvent être mises en place pour une vraie contribution à l'économie circulaire. Plus d'informations disponibles sur nos sites internet, le site internet de Derbigum ou un site aussi dédié No Roof to Waste que nous avons mis en place pour mettre en avant nos savoir-faire, nos compétences et notre contribution à ces sujets d'économie circulaire. Merci. Voilà, merci Pierre-David Posquin, merci Grégoire Morel. Pas facile de résumer en quelques minutes l'essence d'un produit ou d'un service. Merci à vous. On va maintenant prendre l'avis des architectes qui sont mes voisins de gauche. Ici, en l'occurrence, Anna Demoura-Martins et Fabien D'autrebande du bureau Opla. Que vous inspire ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la situation en Wallonie et surtout à Bruxelles, donc par rapport à tout ce qui est mis en place et par rapport à tout ce qui va être mis en place ces prochains mois, ces prochaines années? Bonjour. C'est très encourageant en tout cas de voir toutes les initiatives et tout le frémissement qui a lieu au niveau législatif, au niveau de l'implication des entrepreneurs. Frémissement qui commence à produire ses effets de concrétisation sur le marché, parce que derrière tout ça, il y a vraiment une question d'échelle. Il y a des questions de masse, de filières logistiques qui doivent être mises en place, au-delà de toutes les initiatives locales qui ont lieu pour le moment et qui sont très intéressantes. Voilà. Et je pense que dans ce cadre-là, et ça vient d'être dit, le soutien public à la fois législatif, qu'il soit incitant, peut-être un peu contraignant, est nécessaire. Et le soutien public financier sera certainement indispensable pour permettre à des filières de plus grande échelle de se développer et de fournir justement l'apport logistique qui permettra dès lors à nous, prescripteurs, à des entrepreneurs de pouvoir employer, de pouvoir profiter au maximum de filières circulaires. Une dernière chose peut-être par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est certain que la pression financière de l'économie circulaire sur la construction est très évidente et c'est notre expérience. La rentabilité d'un projet n'est pas simple à gérer quand on implique l'économie circulaire dedans. C'est une vraie question. Ce serait même peut-être une vraie question à beaucoup plus grande échelle, même peut-être sur des questions d'accessibilité au logement. C'est des questions qui vont certainement se mettre en place au fur et à mesure des années. Du coup, justement, cette question de l'optimisation de tous les processus qui permettraient la récupération de matériaux, la mise en place de systèmes de construction démontables n'en est que plus important.
On se rend compte également de notre responsabilité en tant que conseil, puisque l'architecte détient un rôle pivot entre les différents intervenants au niveau d'un projet, que ce soit dès le démarrage, dans son rapport au maître d'ouvrage, par rapport à tout le processus jusqu'à la livraison d'un produit achevé, d'un travail complet. Donc les interfaces avec les autres bureaux d'études, avec les instances publiques, avec les entreprises. Donc l'ensemble de ce processus-là, nous détenons quand même un rôle de conseil important et un rôle de concepteur en même temps. Et notre part de responsabilité et d'investissement là-dedans par rapport à la logique d'économie circulaire n'est pas négligeable du tout. Et donc prendre conscience de cela et détenir aussi un éveil par rapport à une forme de sensibilisation qui est nécessaire, je pense aussi, pas uniquement de la part des instances publiques, nous semble de plus en plus présente. Ma question suivante va être composée de deux parties, mais qui s'intègrent bien l'une dans l'autre. Je pense, c'est quelle est la réalité actuelle pour des architectes ou des bureaux d'architectes par rapport à la construction circulaire à Bruxelles ou en Wallonie, peu importe, mais comment se situe-t-il par rapport à ce mouvement-là et surtout, quels sont les principaux obstacles que les architectes, justement, rencontrent au quotidien avec des projets dits circulaires, ou en tout cas qui intègrent des éléments d'économie circulaire dans la construction? Vas-y. La réalité actuelle elle est évidemment éminemment multiple en fonction des situations. Chaque projet est déjà unique. Les bureaux d'architecture évoluent de manière très, très différente par rapport à ça. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de manière à la fois très ponctuelle et beaucoup plus large. Dans beaucoup de projets, on voit apparaître la récupération des matériaux in situ, pas seulement le projet Bundal, qui a déjà 4 ans maintenant, mais dans beaucoup d'autres projets qui se réalisent actuellement. Les filières de récupération de matériaux se mettent tout doucement en place et les produits démontables apparaissent de manière un peu plus consistante, de plus en plus. Ça, c'est, je dirais, un des aspects des choses. Bien sûr, on est encore fort dépendant d'effets d'opportunité sur le marché. Les cahiers des charges prescrivent des ambitions parfois très élevées en matière de circularité. On trouve parfois notre bonheur sur le marché pour les rencontrer. D'autres fois, c'est plus difficile. Il faut être parfois très créatif. L'autre particularité, sans doute, et ça c'est plus propre au métier de l'architecture, c'est que dans la conception, je pense que cela va impliquer une modification de la manière dont on conçoit les projets, en ce sens que les questions de démontabilité et de flexibilité impliquent une autre manière de penser le projet. Si un bâtiment doit être reconverti entre du bureau, du logement, voire d'autres affectations, c'est certain qu'on ne peut pas le concevoir comme si on le concevait uniquement pour une affectation extrêmement précise, très, très déterminée. Ça, c'est quelque chose, un point assez précis. Et l'autre point assez précis, c'est qu'évidemment, avec le réemploi des matériaux, certains matériaux redeviennent plus difficiles à employer, comme par exemple l'enduisage, la capacité de récupération d'un enduit sur des maçonneries n'est pas simple. Et cela va peut-être impliquer, au-delà peut-être de cette fascination qu'il y a actuellement pour les effets un peu vintage, de réfléchir comment, par exemple, des éléments structurels peuvent rester visibles, même dans des locaux plus domestiques, ou comment les atmosphères vont pouvoir évoluer en fonction de, justement, cette question d'adaptabilité à la fois de la construction du bâtiment, mais aussi de son usage. Oui, on constate vraiment des freins par rapport aux différents rapports d'échelle, en fait. C'est vrai que pour l'instant, les exemples que nous connaissons déjà et sur les projets sur lesquels nous travaillons déjà sont souvent des projets à plus petite échelle ou en tout cas avec des maîtres d'ouvrage privés où effectivement il y a une plus grande liberté, je dirais, dans l'évolution et l'adaptabilité du projet au fur et à mesure que celui-ci se construit. C'est vrai que dans les marchés publics, ça implique des volumes plus grands, une réflexion à une échelle totalement différente et ce n'est pas du tout quelque chose qui ne se fasse pas, cela se fait, mais c'est progressif. Et effectivement, on constate déjà une grosse évolution ces dernières années, et on l'espère et elle va continuer évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des freins concrets par rapport à la législation, les normes, des performances à atteindre, des formes de garantie à attendre aussi de la part des entreprises qui ne peuvent pas toujours fournir non plus, et une forme de frustration aussi, je dirais, par rapport à un potentiel énorme, par rapport à des bâtiments ou des éléments qu'on va démonter. On sait en théorie pour être récupérables, mais l'effort et l'énergie qu'il va falloir injecter pour pouvoir les rendre réellement utilisables est tellement énorme qu'ils ne sont pas économiquement viables. Et c'est ça, je pense, la grosse frustration pour l'instant, c'est qu'il y a un potentiel qui est là, mais qui fait que dans la situation et le contexte actuel
aujourd'hui, au niveau du coût de la main-d'œuvre, au niveau du coût de stockage, de transport, de transformation, font qu'il y a énormément d'éléments en construction aujourd'hui qui deviennent de fait des déchets et pas des gisements avec un potentiel derrière. Peut-être même au-delà de ça, le fait que certains gisements ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent, mais on n'a parfois pas simplement la connaissance d'un gisement qui pourrait nous intéresser, qui est à un autre endroit. Et donc cette question de mise en relation, de mise en réseau de ce qui existe, de ce qui est disponible, demanderait sans doute une logistique physique, plateforme physique, mais aussi plateforme virtuelle, pour donner accès à ce qui probablement existe déjà en réalité. Peut-être une dernière chose, je sais bien que vous êtes pressé par le temps, au niveau législatif et au niveau de la réglementation urbanistique, parce qu'on n'en parle pas souvent dans l'économie circulaire, si les bâtiments doivent devenir plus flexibles, si le bâtiment doit pouvoir évoluer, cela impliquera probablement une évolution de la réglementation urbanistique. Aujourd'hui, l'affectation des bâtiments est fortement déterminée par la réglementation urbanistique et c'est une vraie limite de conception en amont de la construction en elle-même. Effectivement, un bâtiment durable, c'est aussi un bâtiment qui peut évoluer dans le temps, dont son affectation peut évoluer. Si cette affectation est bridée par des réglementations urbanistiques trop contraignantes, ça ne fonctionnera tout simplement pas. D'accord. Merci. En tout cas, j'avais encore d'autres questions à poser, à vous poser ou à poser à l'ensemble du groupe. On verra si on a le temps tout à l'heure d'y revenir, mais c'est vrai que le temps file. On essaie de tenir le timing. Je reviens à nos deux premiers interlocuteurs, Laurent et Ambroise, avec une question peut-être un peu provocante, mais gentille. À Bruxelles, est-ce qu'il n'y a pas déjà actuellement une pléthore d'acteurs, de projets, d'incitants et donc de ce fait à la construction circulaire et de ce fait une dispersion des budgets qui pourraient être utilisés autrement? Voilà, c'est une question qui est lancée. La réponse est peut-être négative, mais je pose la question parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc, pourquoi à Bruxelles? En Belgique, il y a énormément d'acteurs. Déjà rien que du fait de la régionalisation de certaines compétences pour une taille finalement de territoire et pour une population aussi petite. Donc effectivement, un nombre d'acteurs trop important, oui. On ne peut pas dire autre chose, je pense, que ce soit à Bruxelles ou en Belgique. Néanmoins, ces acteurs, aujourd'hui, ils produisent quand même tous des projets sur le terrain et il y a une réelle volonté de rassembler. C'est le rôle notamment de cette alliance Renolution.Brussels dont on a parlé, c'est de rassembler toutes les initiatives, qu'elles soient en matière de rénovation énergétique ou en matière de circularité. Donc on reprend l'initiative du PREC, comme l'expliquait mon collègue Ambroise, et on les insère dans le projet, on leur donne un cadre dans le projet de Renolution.Brussels. Donc oui, il y en a trop, mais aujourd'hui, je pense qu'en Belgique, on apprend à faire avec et parfois on réapprend à collaborer tous ensemble. Je vais ajouter ce point-là pour te nuancer, parce que je sais qu'on n'est pas 100% d'accord sur cet aspect. Je crois qu'il y a eu une volonté politique forte au lancement du PREC de soutenir les acteurs de terrain, les entrepreneurs, les architectes, les maîtres d'ouvrage. Bien sûr, ça fait beaucoup de monde, puisqu'il y a beaucoup de public. La construction concerne beaucoup de personnes. On a lancé les frontrunners, se sont même lancés d'eux-mêmes. Ils ont montré la voie à suivre. Le politique et les administrations ont suivi, ont soutenu ces acteurs. Maintenant, c'est vrai qu'on a des fruits de ces premières expérimentations. On peut capitaliser des aspects qui ont été expérimentés, qui ont bien fonctionné. On sait ce qui n'a pas fonctionné, on sait comment améliorer les choses. Vous le citiez tout à l'heure, je crois qu'il est temps aussi maintenant de prendre un autre aspect qui est de réglementer. Réglementer, ça ne veut pas dire donner un bâton, ça veut dire surtout ouvrir le champ à d'autres acteurs pour que tout le monde ait les mêmes règles du jeu et que tout le monde puisse investir d'autant plus dans la voie à suivre. Et donc, il y a eu des incitants, il y a eu beaucoup d'incitants. Je pense que ça doit continuer parce que tout n'est pas encore fini, terminé. On le voit par rapport aux aspects énergétiques. On soutient encore des démarches de rénovation énergétique alors que ça existe avant que je sois né. Donc, je veux dire, ça ne sera pas terminé. Mais je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à une étape au-delà du projet pilote qu'on a beaucoup connu ces dernières années. Peut-être juste si je peux un peu compléter, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec Ambroise, mais au final, on arrive à trouver des solutions. Mais la réglementation, elle est évidemment une solution,
Et notamment en matière de PEB, c'est sûr que s'il n'y avait jamais eu de réglementation, on ne serait pas arrivé à un tel niveau de performance. Par contre, une réglementation, ça se prépare, ça s'accompagne. On doit accompagner les professionnels, on doit les informer, on doit les former. Et aussi, ça se contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on ne fait pas le contrôle, au final, il n'y a que ceux qui essayent de respecter la réglementation qui sont pénalisés et ils n'ont plus les marchés quand ils remettent les prix à leurs clients. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Il vaut mieux mettre en place peu de réglementation bien contrôlée que beaucoup de réglementation pas contrôlée. Et quand je disais ça se prépare, il y a quand même un élément qui est important, c'est l'exemplarité des pouvoirs publics. Quand on veut mettre en place, et c'est d'ailleurs une pratique que la région bruxelloise met maintenant en œuvre depuis de nombreuses années, qu'elle compte continuer à mettre en œuvre. On sait que pour Révolution.Brussels, l'ambition, c'est d'avoir un niveau moyen de performance énergétique de 100 kWh par mètre carré par an dans toute la région. Mais les pouvoirs publics, au lieu de, c'est pour 2050 l'objectif, et les pouvoirs publics se l'imposent eux-mêmes à l'horizon 2040. Et pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'on se retrouve avec des clients qui sont quand même avec une volonté de pouvoir impacter aussi d'un point de vue sociétal, donc de pouvoir payer un surcoût qui parfois n'est pas toujours rentable, comme on l'a dit là tantôt. Et c'est aussi une possibilité alors pour beaucoup d'entrepreneurs et d'autres professionnels, les architectes ou d'autres, de mettre un pied à l'étrier avec une sorte de filet, vu qu'on est avec un client qui est quand même bien informé et qui a une volonté de bien faire. Donc ça, c'est quand même l'exemplarité des pouvoirs publics. Une voie à suivre avant peut-être d'arriver à la réglementation. Une fois qu'on a fait ça, la réglementation passe beaucoup mieux parce que beaucoup plus d'acteurs sont prêts. Je voulais rajouter peut-être sur le nombre d'acteurs. En fait, c'est pas forcément le nombre d'acteurs qui pose question, c'est est-ce que les compétences sont acquises, est-ce que les métiers sont présents, est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, parfois on a du mal à trouver un matériau, une source de matériaux, ou bien quelqu'un qui pourra déconstruire correctement, ou bien quelqu'un qui pourra reconstruire de manière correcte aussi. Donc, je pense que les métiers vont aussi évoluer. Le métier d'architecte, vous le mentionnez tout à l'heure, mais certainement aussi le métier des entrepreneurs et d'autres acteurs. On est chez Retrieval, on est chez une entreprise qui se forme des gens à déconstruire les bâtiments. C'est aussi un nouveau métier. Et ça, alors est-ce que ce sont des nouveaux acteurs ou des acteurs qui vont muer? En tout cas, il faut les accompagner. Et on a vu le programme Build Circular qui est aussi lancé à Bruxelles pour soutenir la formation de ces acteurs-là. On parlait des pouvoirs publics tout à l'heure et aussi des maîtres d'ouvrage publics, des maîtres d'ouvrage privés. C'est peut-être parfois plus simple de créer des projets avec des maîtres d'ouvrage privés que publics. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots d'un outil qui est sorti il y a peu de temps finalement, qui est le Vademecum bâtiment circulaire, qui est donc, si j'ai bien lu et bien fait un article là-dessus, le guide qui vise à soutenir les maîtres d'ouvrage publics dans toutes les étapes de leur projet circulaire. Oui. Ce Vademecum est effectivement un outil qui a été publié dans le courant de l'année dernière, qui vise à soutenir essentiellement les maîtres d'ouvrage publics en leur donnant plusieurs éléments. Tout d'abord, le guide est organisé en différents chapitres qui tentent à parcourir toute la vie d'un bâtiment en se posant directement la question de la programmation. Si je dois rénover un bâtiment, on retourne un peu à la question, quel programme pourrait rentrer dans ce bâtiment, au lieu de se dire je vais construire un bâtiment autour d'un programme. Donc ça tourne aussi la question. On aborde la question des inventaires, on aborde la question du maintien, on aborde la question de la déconstruction, du réemploi sur site, du réemploi hors site, on aborde la question de la conception réversible, tous des thèmes qui sont propres à l'économie circulaire de la construction. Alors, le Vademecum est organisé selon ces différents chapitres et propose 4 ou 5, ça dépend des chapitres, contenus différents. Tout d'abord, une définition de l'objectif à atteindre si on parle de conception réversible, par exemple. Quels sont les principes généraux plutôt techniques sous forme de right to the point à retenir. Et puis après, on encourage le maître d'ouvrage à lire les principes généraux. Qu'est-ce que, en tant que maître d'ouvrage public, ce à quoi je dois faire attention dans mes prescriptions, dans l'écriture de mes cahiers des charges, dans les points d'accompagnement de mon architecte. Ensuite, l'outil renvoie vers de nombreux exemples qui nous paraissent pertinents, et puis des pistes, évidemment, pour aller plus loin si le maître d'ouvrage veut continuer. Dans les principales démarches sont aussi inscrites des exemples de clauses de cahiers des charges
bien sûr pas à copier-coller, puisque chaque projet est unique, mais qui sont certainement inspirantes pour le maître d'ouvrage développer son projet plus loin. J'en profite aussi pour vous dire que Bruxelles Environnement soutient aussi les maîtres d'ouvrage publics avec une action qui s'est menée l'année dernière sur une assistance en économie circulaire pour les maîtres d'ouvrage publics. Et voilà, je pense que je peux annoncer que ce marché va être reconduit pour l'année suivante. Et donc, il y a vraiment un accompagnement spécifique pour les maîtres d'ouvrage publics qui est lancé dans la logique que Laurent expliquait, que d'abord, les maîtres d'ouvrage vont remplir leur rôle d'exemplarité pour ensuite faire évoluer le secteur. Merci. Dans le livre que nous venons de publier, il y a toute une série de questions et donc de réponses aussi qui portent sur un aspect assez particulier et intéressant de la construction circulaire, c'est l'aspect financier, puisqu'en effet, un des éléments constitutifs de la construction circulaire, c'est le développement de nouveaux modèles économiques qui visent à créer de la valeur ajoutée pendant tout le cycle de vie des bâtiments, mais aussi des matériaux. Et donc, dans une vie idéale, dans les projets circulaires, les architectes, les maîtres d'ouvrage pourraient être assistés par des experts qui, grâce à leur connaissance des modèles économiques circulaires, peuvent les guider à travers différentes étapes du processus, depuis la conception jusqu'à la réception du bâtiment, mais aussi plus tard pour tout ce qui est toute la durée de vie du bâtiment et son entretien. Alors il a été très patient autour de cette table, il n'a pas encore pris la parole. Christian Levy, est-ce que Econocom, votre entreprise, pourrait jouer ce rôle justement d'expert, ou peut jouer, ou joue déjà ce rôle d'expert auprès des architectes et des maîtres d'ouvrage? Alors, donc effectivement, notre métier de base au départ n'est pas lié à la construction, mais par le biais des techniques, en fait, on est arrivé dans ce métier-là. Comment ? Parce qu'en fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ce qui est important dans l'économie circulaire, c'est la gestion totale du cycle de vie. Et donc, il ne suffit pas simplement de produire quelque chose de recyclable ou à la fin de récupérer des biens pour les recycler, mais de gérer l'ensemble du cycle de vie avec la volonté de prolonger le plus possible l'usage et la durée de vie utile des différents matériaux, des différents composants d'un bâtiment, et puis surtout de bien voir quels sont les rôles des différentes parties. Et un rôle de plus en plus important va être rempli par le fournisseur, parce que ce qui va être important, on l'a déjà dit aussi, c'est la flexibilité du bâtiment et quelles sont les fonctions du bâtiment. Le bâtiment n'est pas là pour être quelque chose d'abstrait, il va remplir des fonctionnalités. Par exemple, être un immeuble de bureau, être un immeuble d'habitation, mais dans un immeuble de bureau, on le voit très bien dans le contexte actuel, il va être plus rempli, il va être moins rempli, des sociétés vont le quitter, d'autres vont venir. Et en fait, il faut que ce soit le plus modulable et le plus flexible. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire par exemple que certains matériaux vont être démontés, certaines techniques vont prendre plus d'importance en termes de gestion de la température, en termes de gestion de l'éclairage. Et on le voit déjà maintenant dans un certain nombre d'exemples, c'est très connu, mais on ne vend plus des lampes, mais on vend des lumens, on vend un confort visuel, un confort de travail. Et en fait, ça a une conséquence très importante, c'est que le fournisseur ne va plus vendre son bien, ou éventuellement 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, par des filières de recyclage, en récupérer de la propriété, mais il va en garder le contrôle. Pas nécessairement en garder la propriété, mais en garder le contrôle et assurer l'entretien, assurer le confort, assurer le niveau de qualité, etc. Et ça a un impact financier très important, c'est que ce n'est pas possible pour tous les fournisseurs d'arrêter de vendre pour mettre à disposition. Parce qu'ils vont se trouver avec une baisse de chiffre d'affaires, avec une baisse de bénéfices probablement, avec des besoins de trésorerie énormes, où finalement, ils n'encaissent plus le produit de leur vente, mais ils restent propriétaires de quelque chose. Donc ça va avoir un impact financier extrêmement important. Et là, Econocom, on joue déjà un rôle, et le secteur financier dans son ensemble joue déjà un rôle, qui est celui de porter la propriété. Donc typiquement, une société qui propose une solution de mobilier, une solution de cloison, une solution de revêtement de sol circulaire, ne va pas devoir en garder la propriété durant 10 ans, 5 ans, 15 ans, mais un partenaire spécialisé va pouvoir
assurer temporairement cette propriété et décharger le fournisseur de toutes les contraintes financières, tout en lui permettant de vendre, d'encaisser et d'avoir la trésorerie qui lui permet de continuer à développer ses efforts de recherche et ses efforts de mise au point de nouveaux produits. Et donc, ça a plusieurs conséquences. D'une part, le fait qu'on va de plus en plus regarder le coût total d'usage, donc pas juste qu'est-ce que ça coûte au départ, mais qu'est-ce que ça va coûter en cours de route, en consommation d'énergie, en frais d'entretien, en frais de réparation, etc. Donc c'est un calcul global qui va se faire. Aussi, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, dans l'économie circulaire, on l'a déjà dit, parfois les produits coûtent plus cher au départ. Et donc, comment transformer ce surcoût en une valeur qui s'étale dans le temps? Et finalement, il n'est pas logique de faire payer tout le prix par le premier utilisateur. Si on part du point de vue que ce mobilier, cet ascenseur, cet éclairage va durer longtemps, il n'y a pas de raison que ce soit celui qui va l'utiliser pendant 5 ans ou 10 ans qui paye 100%. Donc on va arriver dans des concepts de qui anticipe la valeur de ces matériaux ou de ces techniques dans 10 ans. Est-ce qu'on va faire payer, par exemple, au premier utilisateur 60%, 70%, 80% du premier prix parce qu'on pense que dans quelques années, ça vaudra quelque chose. Et à ça sont liés effectivement tous ces aspects de coûts de démontage, de coûts de traitement, etc., où il va falloir essayer d'être le plus efficace possible dans la gestion de cette deuxième vie. Essayer de mettre en place des plateformes où l'offre et la demande vont se rencontrer de manière la plus transparente et la plus liquide possible pour qu'il y ait les prix les meilleurs qui se matérialisent. Donc c'est énormément d'enjeux, beaucoup de métiers différents, beaucoup de rôles différents, et ça ne va plus être simplement un maître d'œuvre qui veut acheter, un fournisseur qui veut vendre, et puis quelqu'un d'autre qui dans 10 ans va recycler, mais des contreparties, des acteurs qui vont aider à gérer durant ces 5 ans, durant ces 10 ans. Donc c'est des métiers différents, ce sont des rôles différents, avec des implications financières très importantes. Oui. Et donc, je ne sais pas s'il est possible pour vous de chiffrer un peu par rapport aux entreprises ou par rapport aux projets, je dirais, qui font appel à vous à l'heure actuelle. Combien sont dans le secteur de la construction? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que pour l'instant, c'est encore assez peu, parce que nos métiers traditionnels sont plutôt liés à l'informatique et aux technologies qui tournent autour. Donc, des équipements de chauffage, des équipements d'éclairage, etc. Mais par exemple, les cloisons, le mobilier, les revêtements de sol, ce sont des éléments que nous avons déjà traités. Si on regarde par exemple l'année dernière ce qu'on a fait dans l'ensemble de notre activité, les projets sur lesquels on peut mettre une qualification circulaire représentent entre 10 et 15% de notre activité, ce qui est déjà pas mal. On voit que ça augmente, mais par contre ça augmente lentement. Et on a parlé aujourd'hui des initiatives à Bruxelles et en Wallonie. En fait, nous sommes montés dans le train de l'économie circulaire à l'initiative de la Flandre, qui a déjà lancé un certain nombre de projets il y a 5-6 ans. Et malheureusement, sur une durée de 5 ans, on voit que les choses évoluent lentement. Donc vraiment, si j'ai un appel à faire, c'est vraiment de mobiliser les énergies pour créer des échelles plus grandes, pour aller plus vite. Et pour vraiment lancer des projets pilotes et puis le plus vite possible leur donner une dimension plus importante, donc dans des habitats collectifs, dans des hôpitaux, dans des écoles. Et là, les pouvoirs publics ont certainement un rôle d'accélérateur par les cahiers de charges, absolument. Si on doit compter que sur chacun des propriétaires individuels d'une maison ou d'un appartement, on ne va pas y arriver. Il faut aller à une échelle beaucoup plus grande. D'accord, merci. Je vous propose maintenant une nouvelle pause avec la présentation de 2 nouveaux produits ou services circulaires. Le premier par Maxime Renson, qui est Sales Engineer chez Dox Acoustic pour Bruxelles, la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg. Et le deuxième par Anne Lennart, qui est directrice Sales Marketing et CSR de l'entreprise NOF. Bonjour à
tous et encore merci de nous inviter pour ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Docs Acoustics, nous sommes une entreprise qui propose des solutions en acoustique des salles pour des bureaux, des écoles, des hôtels, des restaurants, des laboratoires, des hôpitaux, parfois même des studios de musique. Nous sommes présents dans beaucoup de secteurs. Nous vendons et installons des panneaux acoustiques, des îlots flottants, des cubes, des totems, toutes sortes de mobilier acoustique, tous des produits qui servent à diminuer la réverbération dans les locaux. Pour s'insérer dans un modèle circulaire, nous choisissons des produits qui sont composés de matériaux le plus recyclables possible, des produits qui peuvent être plus facilement réparables, démontables et réassemblables. Et troisièmement, nous proposons maintenant un service plutôt que de simplement vendre les produits. Et nous allons voir pourquoi ça permet de mieux s'insérer dans un modèle circulaire. Donc avec Acoustics as a Service, l'objectif reste le même, c'est de permettre à nos clients d'atteindre un confort acoustique optimal dans leurs installations. La différence, c'est que les produits utilisés par Docs restent la propriété de Docs. Nous restons propriétaires des produits et c'est ainsi plus simple pour sortir du modèle linéaire. Et donc les éventuelles réparations, remplacements et recyclage des produits restent de notre responsabilité. Par exemple, si nous récupérons un panneau acoustique, nous pouvons l'examiner, voir s'il est nécessaire d'effectuer des réparations et puis le réutiliser dans un autre projet. Sur le plan financier, le client paye un forfait mensuel ou annuel. Ça peut être aussi un avantage pour étaler son investissement. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Tout commence par une visite des lieux. On discute avec le client des objectifs acoustiques, mais aussi esthétiques, en fonction des locaux et en fonction des activités de ceux-ci. Après une étude, nous remettons une offre au client. Parfois, il est nécessaire de répéter le processus plusieurs fois afin de trouver la solution idéale. Une fois la proposition validée, nous envoyons nos équipes de montage pour effectuer l'installation. Et une fois celle-ci terminée, nous vérifions avec le client que tout lui convient, aussi bien dans l'aspect esthétique, dans la pose des produits, que dans l'atteinte des exigences acoustiques. Par après, une fois par an, nous venons vérifier s'il est nécessaire d'effectuer des modifications, soit remplacer des produits qui auraient été endommagés, soit adapter les solutions. Peut-être que la fonction d'un local a évolué, peut-être qu'il y a plus de collaborateurs dans ce local et que la solution calculée précédemment n'est plus bonne, il faut donc l'adapter. Les produits récupérés peuvent alors, selon leur état, soit être utilisés par Docs dans un autre projet, soit être revendus sur notre webshop de seconde main, soit être complètement démontés et nous envoyons vers les matériaux vers des entreprises partenaires de recyclage. D'où l'importance, dès le début, dès la conception du produit, de penser circulaire. En fin de contrat, le client a plusieurs options. Il peut prolonger le contrat, le forfait est alors diminué. Il peut le réadapter et on recalcule le forfait. Il peut acheter les produits à leur valeur résiduelle ou bien Docs récupère les produits pour les insérer dans un nouveau projet. Voilà, c'était Acoustics as a Service. Si vous avez besoin d'une visite ou des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. Bonjour, je m'appelle Anne Lénartz et je suis responsable de vente et CSR chez NOF. NOF, c'est l'abréviation de Nearly New Office Facilities. En fait, nous sommes actifs dans la consultance et la transformation de mobilier de bureau. En fait, j'espère vous inspirer pendant ces quelques minutes et de vous rendre aussi fiers de certains modèles et peut-être dans votre société un jour plus tard. Parce que nous mettons en action les différents piliers de l'économie circulaire, c'est-à-dire d'abord refuser, parce que la meilleure décision, c'est de ne rien acheter, de ne rien remplacer.
Puis tout ce qui est remodélisation, redistribution, aussi via notre site web, donc novshop.com, où les gens peuvent s'acheter du mobilier réutilisé. En fait, notre historique, c'est une historique d'une société assez traditionnelle. On était une société de déménagement et nos hommes, il y avait énormément de mobilier qui passait par les mains de nos hommes. Un jour, il y a 10 ans, on a commencé à mesurer ou calculer l'impact sur l'environnement qui était émis par nos sociétés. Et à ce moment-là, ce modèle, ce bilan carbone nous a révélé qu'en effet, il y a un modèle dans le rendement des services dans l'économie circulaire, c'est-à-dire ajouter une deuxième ou une troisième ou une quatrième cycle de vie à ce mobilier. Donc, pas toujours évident de trouver, par exemple, des ouvriers avec le savoir-faire correct, mais finalement, je crois qu'on réussit pas mal, parce qu'entre-temps, je peux dire qu'on a effectivement beaucoup de clients, surtout dans les instances publiques, comme la région flamande, mais aussi toutes les communes et les villes peuvent faire appel à nous par un contrat cadre, et aussi de grandes sociétés. Un Deloitte, un Erics, un Siemens, un CBC font appel à nos services. Parce qu'en faisant ça, en travaillant de cette façon-là, le plus circulaire possible, on arrive maintenant à diminuer les impacts de 80%. Donc 80% moins d'impact sur l'environnement si on travaille en partenariat avec les clients et par un inventaire extrêmement détaillé de toutes les matières premières dont dispose le client. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes persuadés de ce processus et que vous allez être aussi fiers que nous un jour quand vous décidez de ne plus remplacer par du neuf, mais de travailler avec neuf. Merci. Merci Anne Lénars et Maxime Renson pour votre intervention. Il va être bientôt temps de conclure ce moment passé ensemble. Je souhaiterais que les personnes autour de la table, en tout cas ceux qui le souhaitent, ici puissent donner en une phrase, pas plus qu'une phrase et pas une phrase trop longue, leur conseil, ce qu'on peut rappeler un conseil en or, en tout cas un bon conseil dans le domaine de la construction circulaire ou en tout cas de ce que doit devenir le secteur de la construction en intégrant les éléments de la circularité. Je ne sais pas qui veut commencer. Laurent, en une phrase. Moi, j'ai envie de dire aux entreprises de sortir le nez du guidon, de lever la tête, de faire appel aux acteurs qui sont là et dont l'objectif, c'est de les aider, comme le projet buildcircular.brussels, qui est là pour les tenir par la main, pour les accompagner et pour les aider à trouver concrètement comment est-ce qu'ils peuvent préparer leur futur dans le monde de demain. Merci. Quelqu'un d'autre veut se lancer, a des choses à dire ? On parle régulièrement de changement climatique, on parle d'émissions de CO2, on parle de résilience. Et donc je pense qu'il est vraiment temps de commencer, de poursuivre toutes les actions et qu'il faut que tous les acteurs se mettent en route et poursuivent leur chemin, que ce soit les fournisseurs, les fabricants, que ce soit les entreprises, mais également les auteurs de projets d'ordre privé et public, et que chacun prenne ses responsabilités en matière d'économie circulaire pour poursuivre les démarches en la matière. Merci. Ambroise, je passerai chez vous après. Oui, pour appuyer dans ton sens, Sylvie, l'économie circulaire, on essaie toujours de voir quelle est la relation avec le développement durable. Nous pensons que l'économie circulaire est un moyen de faire du développement durable. Alors, il faut le faire pour les générations futures, mais aussi pour maintenant. Alors, il y a des études qui disent que le monde est pour le moment 9% circulaire. Ça paraît faible. Moi, j'ai dit c'est surtout 91% de faire mieux.
Et donc le champ des possibles est très large dans vos métiers, dans vos compétences, dans vos business models, dans vos activités. Alors engagez-vous. Merci. Je dirais qu'en architecture, on réfléchit souvent à la qualité de vie. C'est une des préoccupations premières quand même en tant qu'architecte. Et on pense notamment à la perception que les gens ont des espaces qu'ils habitent. Je dirais la façon d'habiter, elle est en perpétuelle évolution. Et je pense que c'est aussi une prise de conscience qui est nécessaire, à savoir que ce qui est usagé n'est pas forcément de moindre qualité. Et donc cette prise de conscience-là est nécessaire également, et de se dire qu'on peut évoluer ou vivre avec des éléments qu'on a déjà chez soi, qu'on peut retravailler, reconserver, améliorer, sans pour autant perdre en qualité de vie. Donc de se dire qu'il faut regarder les choses autrement, tout simplement. Merci. Tout à fait, effectivement. S'engager, accélérer. Il y a moyen de trouver des solutions, il faut faire preuve de créativité et tous ensemble. Merci. Jonathan ? Oui, j'appellerais les entreprises du secteur à être actives face à ce changement. Je vais essayer une phrase, donc 2 points. Accepter la main tendue, faites appel surtout aux services qui sont proposés, ça n'engage à rien. Je sais que le temps manque souvent, point virgule, mais nous sommes justement là pour en faire gagner. Ça n'est pas que pour les autres. Il faut aussi regarder tous les projets qui ont été réalisés. Il y a énormément d'informations sur Internet par rapport à ça. S'inspirer et se mettre en route. Merci à tous. Je voudrais aussi, après avoir fait parler les gens autour de cette table, vous parler d'un absent. Le grand absent de cet après-midi, c'est le Circubuild Award, qui est en fait une œuvre de Stefan van Witzel, qui est un homme un peu multifacette, puisqu'il est actif, si j'ai bien lu sa biographie, dans les accessoires pour vélo, dans les fermes urbaines, dans le design d'objets et dans l'enseignement, puisqu'il enseigne à la Haute École Thomas More de Malines, mais aussi il est sculpteur. Et Stefan van Witzel a réalisé pour nous le Circubuild Award, donc une récompense qui est un peu particulière, puisqu'elle est décernée à des pionniers de la construction circulaire, qu'ils soient architectes, individus, institutions ou entreprises. Mais l'originalité, c'est que le lauréat ne le garde en fait que quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, et qu'il décide de le donner lui-même à quelqu'un d'autre, un individu, un bureau, une institution qui, selon lui, le mérite parce qu'il joue un rôle de pionnier dans la construction circulaire. Donc, nous ne l'avons pas aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le faire fabriquer puisque c'est un objet en bois évolutif. Mais je vous invite à regarder notre site circubuild.be ces prochaines semaines et vous verrez qui est le premier lauréat de ce Circubuild Award. Et puis, vous pourrez suivre le trajet de cette récompense itinérante et dynamique. Je vais laisser le premier mot de la fin à Damien Veraver de Retrival, qui va nous parler, lui, de quelque chose qui n'est pas du tout absent, mais d'un projet prometteur, qui est celui du Corner Mat. Alors, si je peux, Michel, je vais peut-être aussi résumer tout ce qu'on a entendu là maintenant. Si je dois résumer ça en une phrase, c'est oser, anticiper. Il y a plein de mots qui ont été émis jusqu'à maintenant. Oser, il faut oser rentrer dedans, c'est pas dramatique. Anticiper le plus tôt possible. Dès que vous avez un bâtiment, il faut anticiper, prévoir une déconstruction, une circularité le plus tôt possible. Faire intervenir les intervenants qui savent de quoi ils parlent. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille maintenant dans la circularité dans les bâtiments de construction. On s'est vite rendu compte qu'en fait, notre modèle économique était limité parce que justement, les acteurs en général pense uniquement à l'aspect financier et la déconstruction n'est pas nécessairement le plus sexy ou en tout cas le moins cher. Très souvent, on se retrouve avec des acteurs qui ont des matériaux, effectivement, des bâtiments avec des matériaux très intéressants, mais ils sont convaincus qu'il y a de l'or dans leur bâtiment et donc nous, on va venir, on va tout démonter et ça va rien leur coûter. C'est pas le cas. Et puis de toute façon, un matériau, il peut être démonté. Tant qu'il n'est pas vendu, il vaut rien. Il représente plutôt un coût. Et donc, on essaye, et c'est un peu l'annonce là maintenant, on essaye de donner une seconde vie et de favoriser le réemploi.
on essaye de remettre ces matériaux sur le marché. Et donc, on a créé maintenant, il y a 1 mois et demi, le CornerMat, www.cornermat.be, où vous pouvez trouver des matériaux qu'on démonte ou qu'on reçoit ou qu'on récupère d'une manière ou d'une autre. Ces matériaux sont mis en ligne. Il y a une plateforme physique, il y a une plateforme digitale qui vous permettent de faire votre marché. Le but à terme est que cette plateforme digitale puisse aussi accueillir d'autres plateformes physiques qui pourraient être soit un chantier, soit d'autres acteurs qui seraient intéressés de participer à la démarche. Donc il suffit d'oser, d'aller voir. Réutiliser un WC ou un panneau ou une porte, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci Damien. C'est vraiment le moment de clôturer ce moment. Merci à tous les participants, soit autour de la table, soit qui sont venus réaliser une présentation. Merci à vous qui avez suivi cette retransmission, soit en direct, soit qui la suivrez en différé via notre site Circubuild, puisque l'événement sera à voir à partir de demain, il sera mis en ligne. Mon conseil en or, c'est n'hésitez pas, si vous êtes architecte, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes maître d'ouvrage, à nous envoyer vos initiatives, vos projets, qu'ils soient en phase de conception ou qu'ils soient réalisés. N'hésitez pas à nous parler de bâtiments et de projets que vous avez en matière de construction circulaire, à nous envoyer tout ça à une adresse qui va peut-être s'afficher sur votre écran et qui est info@circubuild.be. Voilà. Et si vous souhaitez aussi voir à quoi ressemble ce livre, si vous souhaitez le commander, eh bien, toutes les infos sont disponibles aussi sur notre site. Voilà. Bien, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une excellente soirée.